Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à Caroline pour cette invitation. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion déjà de travailler à plusieurs reprises et il y a en cours actuellement au Louvre un grand livre général sur l'histoire du palais et du musée qui devrait sortir l'année prochaine, j'espère. Je touche du bois. Donc dans ce livre, il y a le bilan de toutes ces dernières recherches parce que c'est vrai que le Louvre est un sujet compliqué qui n'a pas fait l'objet de publications récentes. La dernière grande publication de synthèse qui retrace l'ensemble de l'histoire du palais remontant à 1928. Donc il est temps maintenant de faire une actualisation. C'est le livre de Louis Hautecoeur sur l'histoire du Louvre. Mais je vais donc me concentrer aujourd'hui sur un aspect plus précis. Et je dirais, grâce à l'invitation de Caroline, à chaque fois qu'on se replonge dans ce sujet, on redécouvre des choses. Et je me suis interrogé plus particulièrement donc, sur cette question du grand dessin, mais de son rapport avec Paris. Et je crois qu'il y a un rapport ou un non-rapport, justement, qui est assez intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de grand dessin? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Louvre a connu, au cours du XVIe siècle, une mutation absolument décisive et que vous pouvez comprendre à partir des deux images que je vais vous montrer là. Donc, tout d'abord ici, une maquette qui vous représente l'état du site à peu près au début du règne de François Ier, vers 1515, et donc très belle enluminure et très riche du duc de Berry qui vous montre l'état du Louvre vers 1430, 1450, mais en fait c'est un état qui est tout à fait... qui n'a pas beaucoup bougé encore au temps de François Ier. Donc au fond, ça c'est ce que François Ier trouve lorsqu'il arrive à Paris au début de son règne. Et donc il voit un petit château, vous voyez, qui se trouve ici, qui est encore dans sa structure médiévale, avec une cour qui fait à peu près un demi-hectare de surface, encombrée en son centre par un grand donjon. Et vous voyez que cette forteresse, qui aujourd'hui pour nous paraît être en plein cœur de Paris, est à l'époque en périphérie, puisqu'elle a été construite à l'origine pour défendre un point faible de la forteresse limitrophe de Paris, édifiée par Philippe Auguste à partir de 1190. Donc un petit château, une structure médiévale, et on est aux limites de Paris. La situation, je dirais un siècle plus tard, cette fois État durant le règne de Louis XIV, en gros dans les années 1680, eh bien vous voyez que la mutation est absolument radicale. Nous avons d'abord donc non plus un petit château d'un demi-hectare, mais une grande cour carrée qui est la cour que nous connaissons aujourd'hui, qui fait 120 mètres de côté, soit 2 hectares de surface. Il faut s'imaginer qu'à cette date, c'est sans doute l'un des plus grands espaces urbains dégagés de Paris avec la place royale, actuelle place des Vosges. Et puis, vous voyez qu'on a un complexe qui s'étend à une échelle nouvelle parce qu'il y a ici un palais, ce palais des Tuileries, sur lequel je vais revenir, qui a été entrepris par Catherine de Médicis, et il y a une liaison entre les deux, la Grande Galerie. Donc d'un seul coup, on change complètement d'échelle et on se retrouve ici, entre ce point-là et ce point-là, avec quasiment 500 mètres. Donc un palais, vous voyez, qui s'étend sur plus d'un demi-kilomètre. Alors, la question, c'est comment s'est faite cette mutation. Et cette mutation, elle a donc été désignée très tôt sous le terme de grand dessin. Et les premiers textes qui parlent du grand dessin, vous voyez, sont des textes de 1616-1620, donc du règne de Louis XIII, où donc on parle du grand dessin du Louvre. Et ici également, on nous parle donc, alors non pas du grand dessin, mais des plans et dessins pour la construction du Louvre, qui furent faits et arrêtés après bonne et mûre délibération du règne du roi Henri II, que Dieu absolve. Donc, il y a l'idée, ce grand dessin semble donc apparaître dans les textes au début du XVIIe siècle, mais vous voyez que d'après ces textes, il serait antérieur. Et c'est toute la question qu'on va se poser, est-ce que ce grand dessin est vraiment antérieur, et qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de grand dessin? En fait, il y a deux questions à prendre en compte. Et avant de les aborder, je voudrais faire un rapide rappel chronologique sur l'évolution des travaux durant cette période, sur ce que l'on sait de manière claire. Ce qui est clair, c'est qu'en 1546, dans la dernière année donc, du règne de François Ier, une reconstruction du château médiéval a été entreprise sous la direction de l'architecte Pierre Lescot. Elle a consisté à abattre d'abord l'aile ouest du château médiéval, puis ensuite l'aile sud, pour
reconstruire intégralement le château dans un style résolument moderne, à l'antique, dont vous voyez ici donc les résultats. Mais vous voyez que Pierre Lescot, qui a été l'architecte du Louvre de 1546 à 1578, date de sa mort, n'a reconstruit qu'une petite partie, l'aile ouest et l'aile sud, sachant que les ailes nord et est du château médiéval ont subsisté. Sans doute, on avait prévu de les détruire, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire dans le contexte compliqué des guerres de religion, et ces ailes n'ont été abattues que sous le règne de Louis XIV en 1660. Deuxième élément important de cette chronologie, à partir de 1561, Catherine de Médicis décide de d'abord faire un grand jardin, dit-elle, près du Louvre, et en bordure de ce jardin, dont vous voyez ici le commencement sur la maquette, elle veut faire édifier un palais, et on pense donc que les travaux dans le palais commencent en 1564, date à laquelle un bac est mis en place pour transporter des matériaux depuis la rive gauche jusqu'à la rive droite, d'où d'ailleurs la rue du Bac qui existe encore aujourd'hui. Et donc ici, Catherine de Médicis entreprend la construction d'un édifice très important dans lequel, nous le verrons, elle fait très peu de choses. Étape suivante, la question de la connexion entre les deux morceaux. Ce Louvre d'un côté en cours de reconstruction et ce palais neuf des Tuileries. Sachant que, je reviens en arrière juste une minute, le palais des Tuileries ici est édifié, vous le voyez, en dehors de l'enceinte urbaine de Charles V ici, donc en dehors de la ville. Alors, ce que nous savons sur cette question de la liaison entre les deux palais, c'est qu'en 1566, on nous mentionne la construction d'une petite galerie, qui est l'édifice que vous voyez ici, qui s'avance donc vers la Seine et qui est très probablement le début d'une perspective de connexion avec les Tuileries qui se trouvent plus loin. Et d'autre part, en 1576, il y a un texte publié par Jacques-André du Cerceau qui nous dit effectivement qu'on a prévu des accroissements de galeries et de terrasses du côté du pavillon du Louvre pour aller de là au palais qu'elle a fait construire et édifier au lieu appelé les Tuileries. Donc il y avait bien l'idée, dès ces années 1560-70, de faire une connexion entre les deux édifices. Dernière étape de cette histoire, la construction de la Grande Galerie. Ce qu'il y a de clair, c'est que la liaison qui a existé et qui existe encore en grande partie aujourd'hui entre le Louvre et les Tuileries, elle remonte seulement au règne d'Henri IV. Nous le savons parce que vous voyez qu'il y a plusieurs documents, des documents notariés très nombreux, qui nous montrent que donc, la petite galerie est achevée seulement en 1596, date d'un devis et marché de charpenterie à son sujet. Et puis la grande galerie, donc ici vous avez la cour carrée projetée par Henri IV, le palais des Tuileries, la petite galerie est là et la grande galerie se trouve ici. Et donc cette grande galerie, nous savons qu'elle est entreprise intégralement à partir de 1595. Donc les travaux vont se poursuivre jusqu'en 1609. Sur ce sujet, on a des sources plus fiables, et en particulier les grands plans de parchemin que vous voyez là. Il y en a deux qu'on appelle les plans détailleurs, du nom du collectionneur, qui les a possédés au XIXe siècle, avant qu'ils ne soient acquis par la Bibliothèque nationale, où ils se trouvent toujours aujourd'hui. Et donc ce premier plan détailleur date de 1595, et il colle, je dirais très exactement, avec le devis de maçonnerie qui est passé en janvier de cette année pour la construction de la Grande Galerie. Donc il y a plusieurs documents qui ponctuent la réalisation de la Grande Galerie et qui nous montrent donc que les travaux, évidemment, pour édifier cet édifice dont vous voyez ici une reconstitution à la fin du règne d'Henri IV et qui, comme je vous l'ai dit, fait quasiment un demi-kilomètre de long, il faut quasiment 15 ans pour effectuer l'ensemble de la construction. Alors il y a une particularité de cette Grande Galerie sur laquelle nous reviendrons, c'est que vous voyez qu'elle se composait de deux parties très différentes l'une de l'autre. La partie du côté du Louvre, donc ici, comportait une élévation avec deux niveaux d'ordre à pilastres, donc ordre dorique ici, ordre composite, séparés par un niveau intermédiaire plus bas. Ça, c'est ce qui se passe donc de ce côté-là. Mais de l'autre côté, il y avait une ordonnance différente que vous voyez ici à gauche. Les deux dessins sont à la même échelle et sont à la même altimétrie, donc ça vous permet de comprendre que la galerie avait deux façades très différentes du côté ouest et du côté est. Et donc ici, du côté des Tuileries, on a une organisation différente avec un ordre colossal, donc un ordre qui va depuis le rez-de-chaussée jusqu'au sommet de la toiture.
on essaiera de comprendre pourquoi il y a ces différences assez curieuses entre les deux parties de l'édifice. Évidemment, vous devinez qu'il y a une première raison assez simple à cette différence, c'est la question des dénivelés, c'est-à-dire que le sol montait depuis ce point-là jusqu'à ce point-là, et donc il n'était pas entièrement possible de maintenir la même élévation sur l'ensemble du tracé de cette grande galerie, puisque le sol, lui, était en pente. Mais il y a d'autres explications sur lesquelles on reviendra. Ce qui est important pour nous, donc, c'est que tout ça est construit d'une seule traite, de 1595 à 1609. Et aujourd'hui, donc, nous pouvons toujours voir la partie du côté du Louvre, qui est conservée, presque intacte, en dépit d'une importante restauration au XIXe siècle. En revanche, nous ne pouvons plus voir la partie gauche, car cette partie a été détruite entre 1861 et 1863 par l'architecte Hector Le Fuel, parce qu'elle présentait des désordres très importants, il y avait des menaces d'effondrement, et donc il l'a rasée jusqu'au niveau des fondations. Et donc il a reconstruit quelque chose de différent à la place pour maintenir cette grande galerie. Alors souvent, c'est quelque chose qu'on a du mal à croire, donc rien ne vaut le choc des photos, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez ici une photo qui vous montre cette extrémité. Donc ça, c'est le pavillon de Flore, le pavillon qui se trouve là. Ça, c'est l'aile de la galerie qui est ici. Et vous voyez, donc il n'y a pas de doute, on est bien en train de tout raser jusqu'au niveau du sol pour reconstruire quelque chose de nouveau qui, dans le volume, n'est pas fondamentalement différent, mais qui, dans le décor, est en revanche totalement une invention de l'architecte Le Fuel au milieu du XIXe siècle. Alors, là où, comme toujours au Louvre, c'est très compliqué, c'est que certes, nous avons perdu, vous voyez, cette grande architecture du règne d'Henri IV, la moitié de la grande galerie, mais nous en avons une copie. Pourquoi ? Parce que, donc, comme je vous l'ai dit, toute cette partie ouest, donc celle-ci, a été détruite entre 1861 et 1864. Mais, sur ce plan qui vous montre l'état du Louvre en 1830, vous voyez qu'à une date donnée, enfin plus précisément à partir de 1809, on avait décidé ici de faire une aile en symétrique à cette grande galerie, du côté nord de la cour des Tuileries. Et donc les architectes Percier et Fontaine ici ont copié très minutieusement cette façade qui a été détruite en 1860. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous regardons du côté nord de la cour du Carrousel, eh bien, nous avons une copie presque parfaite de la grande galerie d'Henri IV effectuée par Percier et Fontaine et qui nous permet des observations assez précises. Donc voilà un peu pour le cadre, ça c'est, je dirais, c'est factuel, c'est clair, voilà ce que l'on sait. Alors maintenant, je vais vous expliquer tout ce qu'on ne comprend pas. Alors, il va donc y avoir une succession de questions. Vous allez voir qu'il y a des hypothèses qu'on peut quand même écarter, mais il y en a d'autres sur lesquelles il faut s'arrêter un peu plus longuement. Première question, donc dans ce grand dessin, vous voyez qu'en fait, il y a deux idées. Il y a d'abord l'idée de changer la taille de la cour du Louvre elle-même, de passer de ce petit Louvre d'1,5 hectare à la grande cour carrée de 2 hectares. Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est comment faire la liaison entre le Louvre et les Tuileries qui ont été entreprises en 1564. Donc, nous allons analyser ces deux problèmes successivement en nous demandant s'il y a eu à un moment un projet global, quand est-ce qu'il a pu surgir, ou alors est-ce qu'il s'est élaboré progressivement. Alors arrêtons-nous d'abord sur la question du Louvre. Ce qu'il y a de clair, c'est qu'il y a eu très probablement un grand dessin du Louvre, mais ce qui est plus compliqué, c'est de comprendre exactement ce à quoi il correspondait. Alors nous avons plusieurs témoignages qui nous montrent qu'à partir de 1539, François Ier avait décidé la reconstruction complète du château médiéval. Et il y a des témoignages du XVIIe siècle qui nous le disent et qui insistent en particulier sur le rôle qu'aurait joué un architecte italien arrivé en France en 1541, Sebastiano Serlio, qui a été un grand diffuseur du langage de l'Antiquité et du savoir des architectes italiens en France par toute une série de publications. Et nous savons donc que François Ier a fait venir Serlio en 1541. Au XVIIe siècle, on nous dit très explicitement qu'il avait fait des projets pour le Louvre. Et on sait également qu'il y a d'autres architectes italiens qui ont été consultés, en particulier Vignol, qui aurait donné des dessins au moment où il est venu en France en 1541-1542. Donc là, il y a eu une première phase de cogitation. La question, c'est de comprendre cette phase de cogitation, sachant que nous n'avons aucun dessin de Vignol qui nous permette vraiment de faire le lien avec le Louvre, en dépit de quelques hypothèses qui ont été avancées. En revanche, nous avons plusieurs dessins de Serlio, qui sont des dessins qui sont restés inédits de son vivant, mais qui sont connus par deux manuscrits de ce qu'on appelle le livre 6,
parce que Serlio avait un programme de publication global sur l'ensemble de l'architecture, et dans son livre 6, il avait projeté de s'intéresser à la question des habitations. Ce livre 6 n'a pas été publié, il est resté manuscrit, et il est connu par 2 versions. Donc une version qui se trouve à New York, à la Avery Library, que vous voyez ici à gauche, et une version qui se trouve à Munich. Il y a beaucoup de modèles d'habitation dans ce livre 6, puisque son idée, c'est de faire une proposition hiérarchisée des habitations, depuis la plus modeste, pour des petits marchands, et également pour des demeures à la campagne, jusqu'aux plus importantes, et la plus importante de toutes, c'est ce qu'il appelle le palais pour le roi de France dans une grande ville. Alors évidemment, palais pour le roi de France dans une grande ville, on se dit, tiens, ça doit assez bien coller avec le Louvre. Et donc, ces 2 plans qui désignent ce palais pour un roi de France dans la ville sont généralement associés au Louvre. Je vais vous montrer cependant que c'est quand même assez compliqué de penser que Serlio avait vraiment dessiné ça pour le Louvre. Sabine Fromel, qui a beaucoup travaillé sur Serlio, a proposé d'une part une restitution de ce grand dessin proposé par Serlio. Vous voyez qu'il s'agit d'un palais avec un très grand nombre de cours, au moins 9 cours principales, enfin même on peut monter jusqu'à 12 si on compte les divisions ici, qui s'échelonnent autour d'un axe de symétrie très important et qui se termine par un jardin en hémicycle. Alors là où les choses se compliquent, c'est quand on commence, vous voyez, à mettre ce dessin à l'échelle du site du Louvre. Et c'est donc ce qu'a tenté Sabine Fromel. Vous voyez que ça rentre, mais ça ne rentre pas très bien, et en particulier ici au niveau de la Seine, c'est assez intriguant de voir ces excroissances qui viendraient quasiment bloquer toute circulation à ce niveau, sachant que nous sommes le long d'un quai qui est une des très importantes voies d'entrée dans Paris. Donc on a quand même l'impression qu'il s'agit d'un projet qui ne cadre pas totalement avec le site du Louvre. Et ici, je dirais, Sabine Fromel a fait le choix le plus optimiste, c'est-à-dire qu'elle a copié le plan de New York, celui-ci. Mais vous voyez que si on copie le plan de Munich, c'est encore pire, parce qu'il n'y a pas seulement 2 petites cours comme celle-ci, mais il y a toute une série de cours qui s'échelonnent tout du long, et qui rentreraient donc encore plus mal dans le site, puisqu'il faudrait qu'elles avancent ici jusque très très loin dans la Seine. Donc il y a un problème d'échelle dans ce projet. Par ailleurs, si on regarde le plan lui-même à New York, on peut constater, je n'ai malheureusement pas pu voir le plan de Munich, mais qui a l'air beaucoup plus homogène, on peut constater en tout cas que dans le plan de New York, il y a toute une série de retouches. C'est-à-dire que Serlio a visiblement fait une première version de son plan et qu'ensuite il a fait des changements. Alors premier changement, eh bien, il a rajouté les 2 cours que vous voyez ici, avec des morceaux de papier qu'il a collés en fait, sur son plan qui était déjà fait. Vous pouvez un tout petit peu vous en rendre compte peut-être sur cette photo si vous avez l'œil. On voit la ligne de pliure et de collage ici, elle a d'ailleurs même un peu sauté à cet endroit. Et on voit que le lavis n'est également pas tout à fait de la même couleur. Donc très probablement, il a pris un plan qui correspond à une phase numéro 1 de sa réflexion et il a rajouté des choses. Alors il a rajouté les 2 cours latérales que vous voyez là. Il a également fait des changements ici, de ce côté-là, où il y a une dissymétrie très importante entre les 2 parties, parce que vous voyez qu'ici on a une aile avec de nombreuses pièces, et ici on a une galerie continue. Mais cette galerie continue, une fois de plus, c'est un papier collé qu'il est venu recoller sur son plan pour changer ce détail. Donc en fait, il a pris un plan qu'il avait sans doute fait dans un objectif X, et il l'a transformé pour l'adapter à un contexte français. Et cette transformation, elle est extrêmement significative, puisqu'en fait, ces 2 cours qu'il rajoute sur le côté, à quoi correspondent-elles? Il s'agit ici d'une cour des cuisines. Vous reconnaissez ces immenses cuisines avec ces 5 grandes cheminées qui sont dessinées là, donc une véritable cour des offices qui correspond à ce service très important à la cour de France. De l'autre côté, il a rajouté ces espaces qui correspondent à des jeux de paume, donc l'ancêtre du tennis, qui était extrêmement pratiqué par le roi de France. Donc on a le sentiment qu'il a fait un premier projet qui était un peu abstrait, déconnecté de tout contexte, et qu'arrivé en France, il a adapté son projet au roi de France en rajoutant des éléments qu'il savait être très importants à la cour de France. Et caractéristique très claire à ce sujet, c'est qu'il y a quand même un gros... Et alors, dernière chose, évidemment, ici, il a changé la disposition, très probablement parce qu'il a voulu rajouter une galerie
Donc un long espace de déambulation tel qu'il y en avait dans la plupart des châteaux français, en particulier au château de Fontainebleau. Et vous voyez que dans le projet d'origine, avant qu'ils viennent mettre ce papier collé, eh bien, il n'y en avait pas. Il y avait uniquement des ailes avec des suites de pièces assez fermées. Donc je crois qu'en fait, il ne faut pas dire que ce grand dessin, c'est vraiment un dessin pour le Louvre. C'est un dessin qu'il a élaboré de manière abstraite, peut-être d'ailleurs alors qu'il était encore en Italie et qu'il projetait de venir en France, sans avoir une connaissance très précise du site. Et ensuite, il a rajouté dans ce dessin un certain nombre d'éléments pour le rendre plus attractif aux yeux des Français, mais sans vraiment le réadapter au Louvre. Donc je ne crois pas qu'il y ait un grand dessin de Serlio pour le Louvre. Il y a plutôt un recyclage d'un projet un peu abstrait, utopique, une fois qu'il est arrivé en France. Et l'élément peut-être le plus significatif de ce point de vue, c'est que vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui changent dans la distribution de cette partie-là. Il a effacé des murs, il a changé des formes de pièces sans qu'on comprenne très bien ce qu'il a voulu faire. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui se dégage avec une grande évidence, c'est qu'on a bien du mal à dire où est censé loger le roi dans cet immense palais, alors que c'est quand même la question numéro 1 que n'importe quel architecte français doit résoudre lorsque il décide un palais ou un château pour le roi de France. C'est où va loger le roi, comment va être son appartement, sachant qu'il doit obéir à une distribution très stricte. Donc là encore, on a le sentiment d'un projet un peu utopique qui ne colle pas complètement avec le Louvre. Alors, autre question maintenant, quelles ont été les idées de Pierre Lescot? Puisque Serlio, quoi qu'il ait fait et quoi qu'il ait pu proposer, soit il n'a vraiment jamais présenté ça comme étant un projet pour le Louvre, soit il l'a présenté mais ça n'a pas été retenu. Dans tous les cas, c'est Pierre Lescot qui, à partir de 1546, est chargé du projet du Louvre. Comme je vous l'ai dit, comme il n'a reconstruit que l'aile sud, enfin l'aile ouest pardon d'abord, puis l'aile sud, il est un peu difficile de savoir ce qu'il avait imaginé, quel était son projet global. Ce qu'on lit généralement, c'est qu'il avait imaginé un cortile, donc une sorte d'édifice extrêmement italianisant où les 4 façades auraient été identiques entre elles. Et donc au fond, il suffirait de prendre l'aile du fond ici, qui a été reconstruite, la façade ouest, et puis de la dupliquer pour obtenir les autres façades. Ça, c'est l'idée traditionnelle. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il aurait prévu de ne pas changer fondamentalement l'échelle du Louvre par rapport au Louvre médiéval et qu'on serait resté sur une cour relativement petite de l'ordre donc d'un demi-hectare. En réalité, il y a plusieurs choses qui sont assez troublantes. Premier point, c'est qu'il y a des petites différences, assez infimes mais quand même réelles, entre ce qu'il a fait pour l'aile ouest et ce qu'il a fait pour l'aile sud. Et une différence importante, c'est la porte principale qui se trouve ici au niveau de l'aile ouest et ici au niveau de l'aile sud, qui est donc censée être la porte axiale. Et vous voyez que cette porte n'est pas la même, parce que dans l'aile ouest, nous avons la porte que vous voyez là, qui est couronnée par un linteau et qui en fait est inscrite dans un avant-corps, un portique de colonne qui est assez grand, assez dilaté. Par contre, ici sur cette aile, eh bien, on a une porte triangulaire, avec un fronton triangulaire, plus petite, et vous voyez que les colonnes sont plus rapprochées, c'est plus tassé. Alors, première hypothèse, effectivement, on peut se dire, il avait fait une petite variation entre les deux parties, parce que l'aile ouest, c'est l'aile la plus importante, l'escalier se trouve là, donc c'était logique de la mettre un peu en valeur. En même temps, c'est une mise en valeur qui, vous le reconnaîtrez, est assez subtile, parce que je dois dire que j'ai étudié le Louvre pendant plusieurs années avant d'un seul coup de remarquer cette bizarrerie et de me demander pourquoi il y avait cette différence. Par ailleurs, il y a des différences au niveau des parties hautes qui sont en partie détruites aujourd'hui, donc les frontons qui se trouvent ici. Sur l'aile ouest, nous avons donc 3 grands frontons. Vous voyez donc ici l'aile dans son ensemble. Le fronton ici se trouve là. Évidemment, la figure donc, de ce fronton de gauche est tournée vers la droite. La figure du fronton de droite est tournée vers la gauche, et au niveau ici du grand fronton central, qui est plus important que les autres, puisque l'avant-corps, comme je vous l'ai dit, est plus large, eh bien nous avons 2 figures. Mais sur l'aile ouest, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil là non plus, parce que nous avons une figure tournée donc plutôt, alors la figure qui se trouvait donc sur le, attendez, je vais vous mettre l'image suivante, voilà, l'aile sud telle que l'a construite Lescot. Nous avons donc le fronton qui se trouve à droite avec une figure qui est tournée vers sa gauche, et puis le fronton qui se trouve là, et qui comporte une seule figure, et non pas 2. Et puis vous voyez que cette figure, elle est presque symétrique, mais elle est un peu tournée quand même vers la droite. Par ailleurs,
ces deux figures correspondent à la devise du roi Charles IX, une devise en deux termes, pietas et justitia, enfin pietate et justitia, donc par piété et par justice. Et donc nous avons ici la piété avec la religion et la justice avec sa balance et le glaive de la justice. Donc au fond, on a bien l'impression que la séquence est close. Il y a seulement deux frontons qui sont prévus. Et d'ailleurs, c'est très significatif, Pierre Lescot n'a construit que ça. Il n'a jamais entrepris la construction qui devait se trouver au-delà. Alors, à partir de là, est-ce qu'on doit changer notre point de vue et est-ce qu'on doit se dire qu'il n'y avait pas de cortilé qui était prévu, mais bien des façades différentes, et que la façade sud devait être différente que la façade ouest? Alors là, on rentre vraiment dans les hypothèses, j'allais dire, échevelées, parce qu'on n'a plus aucun document pour nous aider, plus aucun texte. Hein. Mais il y a plusieurs hypothèses possibles si on admet le fait qu'il faut prendre ces petites différences entre l'aile sud et l'aile ouest au sérieux, et que donc Lescot avait sans doute, qui était un architecte vraiment très subtil, ça c'est indéniable, avait sans doute prévu un système plus compliqué que cette duplication de 4 façades autour de la cour. Alors première hypothèse, on peut effectivement imaginer que la façade se limitait à ces deux frontons, et qu'au bout on venait coller un pavillon identique au pavillon qui se trouve là. Et vous avez donc ici une proposition de restitution de cet ensemble. Ça ne marche que s'il n'y a pas d'aile ici, mais simplement un mur, ce qui est tout à fait possible, mais qui fait un château de dimension relativement petite. Et vous voyez que si on suit ce schéma, on reste quasiment dans l'emprise du Louvre médiéval. L'emprise du Louvre médiéval est là. Les deux tourelles que vous voyez là sont les tours de l'aile est du Louvre médiéval. Donc on reste dans l'emprise de la cour du Louvre médiéval. Et vous voyez qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus petit que la grande cour carrée que vous voyez ici. Enfin, donc vous voyez le tracé schématique ici sur mon plan de restitution. Ça, c'est la première hypothèse. Évidemment, on peut en faire une autre. On peut en faire une autre parce que ici, il est intéressant de regarder un plan exécuté par Jacques-André du Cerceau en 1576, et il nous montre donc effectivement donc aile ouest ici, aile sud ici. Hein. Premier avant-corps, celui où il y a la justice qui est là, 3 fenêtres, deuxième avant-corps, celui où donc il y a la piété, et puis il nous dessine un petit début de salle, là, ici, quelque chose. Donc vous avez ici le détail. C'est très frustrant parce que malheureusement le plan s'arrête pile à cet endroit. Il est conservé à la Pierpont Morgan Library et bon, j'ai été vérifié, il n'y a pas un demi-millimètre de plus qui pourrait nous donner une idée de ce qui se passe au bout. Est-ce qu'il a prévu un pavillon comme ça ou est-ce qu'il a prévu autre chose? Mais là, on a quand même un autre indice qui peut nous guider, qui est une autre œuvre de Pierre Lescot, qui a beaucoup de rapports avec le Louvre, qui est le château de Vallery, construit dans l'Yonne pour le maréchal de Saint-André. Et vous avez aujourd'hui ce qu'il reste de Vallery, c'est-à-dire assez peu de choses, mais nous avons là aussi des dessins de Ducerceau qui nous montrent à quoi ressemblait ce château. Et vous avez ici en haut le dessin du Louvre par Ducerceau, ici en bas le dessin de Vallery. Vous voyez que l'affinité entre les deux châteaux paraît assez forte. Hein. Il y a des grands pavillons, il y a des ailes très continues avec assez dépouillées sur l'extérieur. Donc on a le sentiment que les deux châteaux obéissent à un même modèle. Or, ce qui est intéressant à Vallery, c'est que là, on a un plan plus développé, et il nous reste cette partie-là. Et vous voyez qu'ici, donc, Lescot a projeté à Vallery une aile avec une grande entrée, avec un portique qui existe toujours, et que ce portique est marqué par une structure en pierre avec des niches. Et que ces niches, qui s'inscrivent dans un mur plat et qui sont peu profondes, ressemblent d'assez près à ce que nous voyons ici sur le plan dessiné par Jacques-André du Cerceau. Alors à partir de là, on peut être amené à proposer autre chose et à se dire peut-être qu'en fait il n'avait pas prévu que ça s'arrête à seulement 2 avant-corps, mais qu'il avait prévu une grande aile avec 4 avant-corps, et au centre quelque chose qu'on ne peut absolument pas restituer, et qui aurait servi d'entrée monumentale, exactement sur le modèle de Vallery. Et là, à partir de là, on peut restituer tout et n'importe quoi. C'est donc pour ça que je vous ai mis plusieurs plans possibles à partir de ce modèle, parce que je crois qu'il faut toujours se méfier des restitutions et que la restitution est grandement limitée par les interdictions que se met la personne qui restitue et également les limites d'imagination. Or, ce qu'il y a de clair, c'est que ces architectes de la Renaissance avaient énormément d'imagination. Mais vous voyez qu'on peut imaginer plusieurs châteaux de plusieurs types, comme ça, où il y aurait une grande aile avec 4 avant-corps au niveau de l'aile sud, plus quelque chose pour l'entrée ici au centre.
Et donc, ça veut dire qu'il y a peut-être eu un projet de Pierre Lescot plus ambitieux que ce qu'on imagine habituellement, ce petit cortillet avec 4 façades identiques. C'est assez significatif d'ailleurs parce que Jacques-André Ducerceau, qui a dessiné à peu près tout et n'importe quoi, puisque vous savez qu'il a une production dessinée et gravée colossale, plusieurs milliers d'estampes, plusieurs milliers de dessins, mais il est intéressant de remarquer qu'il emploie rarement le système des avant-corps avec des colonnes comme celui du Louvre, et que quand il l'emploie ici dans un bâtiment imaginaire qu'il dessine lui-même, il propose un bâtiment de plan rectangulaire avec un système où il y a 3 avant-corps d'un côté, comme sur la façade ouest du Louvre, et un système où il y a 4 avant-corps ici sur l'autre aile avec une grande entrée monumentale. Ça peut ressembler à quelque chose que Lescot aurait pu imaginer. Tout ça, c'est de la pure hypothèse, mais c'est pour dire qu'il faut sortir dans cette idée du grand dessin d'un certain nombre de vérités qui en fait reposent sur pas grand-chose, mais qui n'ont au fond que le poids de l'autorité que leur a donné le temps. Et pendant très longtemps, on a donc dit que Pierre Lescot avait imaginé un palais avec 4 façades identiques. J'espère vous avoir convaincu que ça n'est pas une évidence et qu'il y avait peut-être d'autres solutions. Alors, en tout cas, pour conclure sur cette phase de travaux de Lescot, il y a quelque chose de très important à dire dans le rapport avec l'urbanisme de Paris. C'est qu'au fond, Lescot a conçu un château assez surprenant, parce que dans la partie qu'il a édifiée, en tout cas, nous sommes sur un principe de très grand dépouillement du côté de la ville, la véritable richesse du château et le programme sculpté ne se révélant qu'à l'intérieur de la cour. Ici, vous avez donc la façade aile ouest sur cour, celle-ci, et ici, vous avez une vue de l'extérieur, donc de cette partie-là. Et vous voyez donc que l'idée, c'est que le palais sur la ville se présente comme quelque chose de très monumental, de très simple, et où au fond les allusions à la présence royale sont assez restreintes. La figure du monarque, elle éclate vraiment dans toute sa splendeur dans le programme sculpté qui se trouve dans la cour et sur lequel, donc, faute de temps, je n'insisterai pas. En tout cas, il y a cette idée d'une forme de clôture, en quelque sorte, par rapport à la ville qui entoure le château. Alors, seconde question, maintenant, déplaçons-nous du côté des Tuileries. Y a-t-il eu un grand dessin des Tuileries? Alors là, on peut dire que c'est assez incontestable, parce que donc, nous avons des dessins de Jacques-André Ducerceau qui nous montrent que Catherine de Médicis, lorsqu'elle a fait construire les Tuileries, avait un grand projet, avec, vous voyez, là encore, un palais avec de très nombreuses cours, enfin 3 cours principales, voire même 5, si vous divisez en 2 à cause des structures ovales qui se trouvent ici. Et donc, vous voyez qu'elle a imaginé un palais à cours multiples très étendu, avec une façade qui se serait développée sur quasiment 260 mètres de long. Donc quelque chose de très important. À titre de comparaison, la façade de Lescot au Louvre, c'est 60 mètres. Donc un palais de très grande taille, en rapport avec un jardin de très grande taille également. Alors, il y a beaucoup de débats sur les dates exactes de production de ce grand dessin. Pour nous, ce soir, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que ce qu'il y a de clair, c'est que ces idées ont dû être développées au cours des années 1560-1570. En tout cas, elles ont été publiées partiellement par Jacques-André Ducerceau dans le recueil des plus excellents bâtiments de France qu'il édite en 1579. Et vous voyez donc ici ce projet de grand palais très rationnel face à un jardin également énorme, régulier, et un jardin qui est en quelque sorte chevillé de manière assez forte au palais, puisque l'allée axiale du jardin et du palais coïncident, et que les allées latérales semblent bien entretenir des rapports avec les pavillons latéraux de ce palais. Alors Catherine a fait construire très très peu de choses par rapport à cet ensemble. Vous avez ici donc le grand dessin connu par Ducerceau, et ici en bas ce qu'elle a effectivement bâti. Donc vous voyez qu'elle a édifié en fait, en gros, l'aile qui se trouve ici, un morceau du pavillon qui se trouve là. Le pavillon central, bien, on ne sait pas très très bien ce qu'elle avait fait ou ce qu'elle n'avait pas fait, mais en tout cas c'est très petit, puisqu'en fait il s'agit simplement d'un côté d'une des grandes cours qu'elle a imaginées. Alors là encore, il faut s'interroger un peu sur ce grand dessin et sur ces dessins de Ducerceau, parce que je crois qu'il ne faut pas prendre ces dessins trop au sérieux. En réalité, ce sont des dessins impossibles qui témoignent, à mon avis, du fait qu'on n'était pas très avancé dans la réflexion et qu'on est une fois de plus dans l'utopie à la Serlio que dans un projet réel. Alors ce sont des dessins impossibles. J'aime bien ici sortir un tout petit peu du cadre avec cette représentation de Escher, un grand dessinateur du XXe siècle, qui illustre ce jeu des dessins impossibles.
Quand vous voyez ce dessin, vous avez l'impression que c'est tout à fait rationnel, que ça correspond à un bâtiment qu'on pourrait construire. Et pourtant, regardez bien, les soldats ici montent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. Ah, ben ils montent toujours, ils montent encore, ils montent toujours, ils montent toujours. C'est impossible. En fait, il y a un trucage dans le dessin, perspectif, qui fait que notre œil n'est pas trop surpris, mais il n'empêche que le dessin ne peut pas être exécuté. Eh bien, le grand dessin des Tuileries, je pense que c'est la même chose. Il y a toute une série de trucages et de bizarreries qui font que ce dessin ne peut pas vraiment être un dessin d'exécution. D'abord, il y a ce que j'appellerais des copier-coller. Alors regardons ici l'angle que vous voyez là. Vous voyez qu'ici, on a prévu cette salle. Alors une salle très particulière, avec des niches, visiblement des colonnes qui forment peut-être un portique avec une circulation à l'étage. Bon, on ne sait pas très bien d'ailleurs à quoi ça peut servir, mais ce qu'il y a de plus bizarre, c'est l'entrée de la salle de ce côté-là. Parce qu'on a un très beau portique avec des niches et 4 colonnes, mais ce portique est logé dans une espèce de petit couloir qui est quand même assez déroutant. Hein. On pense que pour une composition architecturale comme celle qu'on peut imaginer à partir du plan ici, il faudrait un dégagement beaucoup plus important. En réalité, l'hypothèse qui me paraît la bonne pour rendre compte de cette salle, c'est qu'il s'agit d'un dessin qui au départ est autonome, pour un bel ensemble de plans centrés. Et puis, le dessinateur, alors, est-ce que c'est Philibert Delorme qui a été le premier architecte de Catherine de Médicis aux Tuileries? Est-ce que c'est Jacques-André Ducerceau lui-même? Ça, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, le dessinateur a pris ce dessin fait pour complètement autre chose, et puis il l'a collé de manière assez sauvage, si vous me permettez l'expression, dans son plan. Même chose, il y a des immenses galeries ici, comme ça, dont on se demande quand même un peu à quoi ça sert, parce que vous voyez que dans ce palais, en gros, il y a des espaces habitables, bon, là et là, et puis il y a toute une série d'immenses portiques, 4, ça fait quand même beaucoup pour se promener. On ne comprend pas très bien à quoi ça sert, de même qu'on ne comprend pas très bien à quoi servent les salles qui se trouvent ici. Donc, d'un point de vue distributif, il y a beaucoup de choses qui paraissent assez surprenantes dans ce dessin. Par ailleurs, il y a des trucages, exactement comme chez Escher, qui font qu'on ne peut pas vraiment considérer que ce dessin serait exécuté. Je vous en montre 2 exemples. Regardez les fenêtres qui sont ici. Donc nous sommes dans une planche dessinée de Ducerceau, celle... Est-ce que je vous l'ai mise? Voilà, non, malheureusement. Bon. Il y a une autre planche donc, identique à celle-ci où il y a le plan et l'élévation juste au-dessus. Donc on se dit que le plan et l'élévation doivent bien marcher l'un avec l'autre. Or, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, regardez, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 fenêtres ici. Alors ici, nous en avons bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fenêtres. Ah, ben là, on n'en a plus que 6. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce visiblement de maladresse et de trucage dans la manière de dessiner ce pavillon central qui, en fait, n'est pas en saillie sur le plan et qui se retrouve en saillie sur l'élévation. Et le dessinateur, en montant des bouts de dessin ensemble, voyez, n'a pas réussi à faire quelque chose de complètement homogène. Et donc, il a été obligé, in extremis, de rajouter une fenêtre dans un coin où ça ne se voit pas beaucoup, il faut bien le dire, pour donner une forme de régularité à son dessin. Donc nous sommes, comme chez Escher, dans les dessins impossibles. Même chose également lorsqu'on regarde les arcades qui se trouvent ici. Alors, lorsqu'on voit la vue générale, en effet, la ligne ici horizontale qui marque l'entablement est continue, vous voyez, sur toute cette façade, mais elle se retourne également sur ce côté, sur les pavillons d'angle. On est donc amené à comprendre que cette ligne, elle est continue sur l'ensemble du pourtour du bâtiment. Mais il y a un problème, c'est que si on compte le nombre d'arcades de ce côté-là et de l'autre côté à partir du plan, eh ben on n'a pas le même nombre, parce qu'ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon. Ça veut dire qu'il ne peut donc pas y avoir des arcades des deux côtés, puisque sur le même espace, on doit loger plus ou moins d'arcades, et on ne peut pas changer la hauteur. Ça veut donc dire que tantôt il aurait fallu faire des arcades en plein cintre, comme celle qu'on voit là, et tantôt des arcades avec des arcs déprimés en anse de panier, ce qui également paraît quand même une idée assez curieuse. Donc tout ça nous montre que ce grand dessin des Tuileries, c'est probablement peut-être une idée générale de dire on va faire un grand palais où il y a plusieurs cours, mais que dans le détail, on n'a jamais vraiment défini ce qu'on voulait faire, et que lorsque Jacques-André Ducerceau a dû faire un joli dessin pour son recueil et pour sa publication, il a donné une apparence d'homogénéité à en fait un recueil de matière architecturale qui n'était pas encore complètement formalisé et complètement réfléchi. Et donc là encore, l'idée d'un grand dessin des Tuileries me paraît être finalement à discuter. On avait sans doute des idées, mais on n'est pas allé très très loin dans la réflexion sur ces idées.
Alors maintenant, dernier grand aspect, la question de la réunion du Louvre et des Tuileries, donc cette question de faire la petite et la grande galerie. À quand remonte cette idée? Alors là, je vais passer un peu plus vite par rapport à ce que j'avais prévu. En réalité, comme je vous l'ai dit, donc ce qui est clair, c'est que la petite galerie ici est entreprise en 1566, mais elle est probablement très peu avancée. Pourquoi? Parce que nous avons ce dessin de 1574 qui nous montre ici le Louvre vu depuis la Seine. Et si la petite galerie elle avançait jusqu'en bordure de Seine, on devrait voir l'extrémité de la petite galerie quelque part par là. Or là, on ne voit rien. Même chose sur ce dessin de 1582, vous avez ici le pavillon du roi qui correspond donc à ce pavillon-là. La petite galerie est censée se trouver ici et s'avancer vers la Seine. Même chose, on ne voit rien sur ce dessin, un dessin qui quand même est fait dans un recueil qui est offert au roi Henri III. Donc on peut quand même supposer que le dessin est censé être à peu près à jour sur les principaux bâtiments qui existent autour du Louvre. Donc au fond, cette petite galerie, elle a sans doute connu un début d'exécution, une fois de plus, dans les années 1560, mais on n'est sans doute pas allé très très loin. Et la dernière chose qui le montre, c'est ce portrait d'Henri IV, qui montre l'entrée d'Henri IV dans Paris en 1594. Et voilà, je vous ai mis un détail de la partie droite du portrait ici, qui correspond au Louvre et à la petite galerie. Et regardez, on voit une petite galerie qui est en construction, mais dont seul le rez-de-chaussée est en cours de construction. Ce qui veut dire que si le tableau est exact sur la situation des travaux au Louvre au moment où Henri IV entre dans Paris, eh bien on n'avait même pas monté le rez-de-chaussée de cet édifice. Et du coup, effectivement, on peut penser... Alors il y a d'autres également, vous voyez des textes qui nous montrent que dans les devis pour Henri IV, on considère que la petite galerie est vraiment une construction quasiment entièrement neuve du règne d'Henri IV, puisqu'on dit que c'est une galerie encommencée à faire de neuf, et dans les devis, ça veut dire donc que c'est tout nouveau. Donc cette petite galerie, elle a connu un tout début d'exécution, mais sans doute pas grand-chose. D'autre part, est-ce qu'il y a eu une grande galerie qui avait été imaginée déjà au temps des derniers rois valois? C'est ce qu'on avait imaginé au XIXe siècle, et vous avez ici une restitution de l'architecte Hofbauer qui montre donc l'état du Louvre tel qu'il l'imaginait à la fin du règne d'Henri III. Et donc vous voyez qu'il a reconstitué ici une petite galerie qui aurait été bien élevée intégralement à rez-de-chaussée, alors que nous avons vu que c'était très peu probable. Mais il reconstitue aussi à la suite ici le début d'une galerie. Et effectivement, tous les architectes du XIXe siècle se sont dit, tiens, pour expliquer la différence entre les deux parties de la galerie, et pour expliquer également cette situation un peu bizarre où il y a ici un ordre à rez-de-chaussée, un étage intermédiaire sans ordre, et puis un nouvel ordre au niveau supérieur, peut-être que le projet a connu plusieurs phases, et que la partie basse, ici, a été exécutée déjà du temps des derniers rois valois. Et plusieurs historiens, y compris un grand historien d'architecture, Jean-Marie Pérouse de Monclos, ont soutenu cette hypothèse en regardant le décor de cette partie de la Grande Galerie, où vous voyez qu'il y a sur les chapiteaux ici un ordre, qui est l'ordre de Saint-Michel. Or cet ordre est concurrencé par la création sous Henri III d'un autre ordre, l'ordre du Saint-Esprit. Et donc, Jean-Marie Pérouse de Monclos dit, mais si cette grande galerie avait été faite sous Henri IV, c'est pas l'ordre de Saint-Michel qu'on aurait mis, c'est le nouvel ordre, l'ordre du Saint-Esprit. C'est bien la preuve que donc cette partie de la galerie est antérieure. En réalité, il faut se méfier. Il faut se méfier pourquoi? Parce que la galerie a été restaurée de manière absolument formidable entre 1849 et 1852 par l'un des plus grands architectes restaurateurs du XIXe siècle, Félix Duban. Et vous avez ici la vue générale donc des travaux qu'il a fait faire, parce qu'une grande partie de la galerie était restée simplement épanelée, c'est-à-dire qu'on n'avait pas terminé la sculpture, et donc au XIXe siècle, Duban a fait sculpter les parties manquantes. Tout ce qui est en rose, c'est ce que Duban a fait sculpter, et tout ce qui est en gris, c'est ce qu'il a conservé. Et si vous regardez ici cette lithographie qui montre la travée centrale à cet endroit, vous voyez effectivement que ce que nous montre le relevé de Duban, eh bien, l'estampe nous le confirme. Ici à gauche, il n'y a pas de sculpture dans la frise alors qu'il y en a à droite. Ici, il n'y a pas de sculpture dans le bossage alors qu'il y en a ici dans le bossage 1 sur 2. Donc ça semble bien coller, effectivement. Duban a complété la sculpture.
Sauf que justement, quand on regarde le détail de son grand document de synthèse, il a mis des petits points roses, vous voyez ici, systématiquement, y compris dans les parties grises. Et ces petits points roses, ça correspond très précisément à nos médaillons de l'ordre de Saint-Michel. Et quand on s'approche de près, on voit effectivement qu'ils ne sont pas exactement de la même couleur que les autres, ils ne sont pas de la même pierre, et effectivement, on voit même un trait de coupe qui en fait a servi à les intégrer dans le chapiteau. Et si on observe des relevés antérieurs au XIXe siècle de ces chapiteaux, eh bien vous voyez, je vous ai mis ici donc, ce relevé du comte de Clarac, il n'y a pas de décor sur cette partie. Il faut donc en déduire que tous ces décors ont été créés par Félix Duban. Félix Duban était d'accord avec l'idée que la Grande Galerie avait été commencée sous les derniers Valois. Il a donc mis un ordre de Saint-Michel. C'est absolument redoutable, mais il ne faut pas prendre cet ordre de Saint-Michel en considération quand on veut dater la Grande Galerie. Et en fait, il y a quelque chose de clair, c'est que toute cette partie, et ça on le sait par le grand devis de 1595, a été construite à partir du plus bas niveau par Henri IV. Il n'y a donc absolument aucun doute sur le fait que l'ensemble de la Grande Galerie date du règne d'Henri IV, qu'il n'y a aucune partie antérieure. Alors, reste quand même à comprendre pourquoi, dans ce cas-là, il y a deux parties très différentes dans cette Grande Galerie. Alors, la première hypothèse qui a été faite, c'est qu'on avait deux architectes qui sont attestés par les textes du temps d'Henri IV, et qu'en quelque sorte, on avait coupé la Grande Galerie en deux. Il y avait donc d'un côté l'architecte Jacques II Androuet du Cerceau, et puis de l'autre Louis Métézeau. Et la tradition, jusqu'à présent, que vous pourrez lire dans quasiment tous les livres de synthèse sur le Louvre, c'est que la partie du côté des Tuileries, donc celle avec l'ordre colossal qui a été détruite en 1861, était l'œuvre de Jacques II Androuet du Cerceau, et la partie ici de l'autre côté était l'œuvre de Louis Métézeau. En réalité, quand on regarde les choses de plus près, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que d'abord, une fois de plus, cette tradition et cette répartition entre les deux architectes, elle ne s'est imposée que très progressivement parmi les historiens de Paris. Et ici, vous voyez, je vous ai répertorié les différentes attributions de la Grande Galerie, partie du côté des Tuileries, donc avec l'ordre colossal, et partie du côté du Louvre, chez Sauval en 1650, chez Brice en 1684, en 1706, chez Pigagnon de la Force, chez Desailly d'Argenville et chez Berthy en 1866. Et vous voyez quand même que au fond, ils ne sont vraiment pas du tout d'accord. Et c'est assez intéressant parce qu'une fois de plus, il y a une sorte de sédimentation du savoir sur cette question. D'abord, donc, il y a Sauval qui dit « Ah oui, alors la partie du côté des Tuileries, c'est donc du Cerceau. Il ne donne pas son prénom. Donc on ne peut pas savoir auquel du Cerceau exactement il pense, de cette famille qui a de très nombreux architectes. Et puis l'autre, il dit c'est Thibaut Métézeau, mais seulement pour une salle à l'intérieur. Il ne donne pas d'attribution pour l'ensemble de la galerie. Brice, lui, il change. Alors, il change Thibaut en Clément. Pourquoi ? Parce qu'il sait que Thibaut est un architecte qui est très âgé et qui en fait est déjà mort au moment où la Grande Galerie est en cours de construction, mais qu'en revanche, il a un fils qui est présent au Louvre, qui a eu un logement dans la Grande Galerie, etc. Donc, il se dit « Ah, Sauval a dû se tromper, donc ça ne doit pas être Thibaut, je vais mettre Clément. » Et puis, il ne retient pas du Cerceau, parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, en fait, c'est très mystérieux, et il dit « C'est Delorme ». Mais ça, il dit ça en 1684, parce que déjà en 1706, il change sa version et il sort le nom d'un autre architecte pour la partie du côté des Tuileries, qui est Étienne Dupeyrac. Et vous voyez qu'ensuite, donc, cette version de Brice est reprise par Pigagnon de la Force. Elle est reprise dans un premier temps par Desailly d'Argenville, et puis Desailly d'Argenville, en 1787, propose encore une autre idée, mais en fait, cette autre idée, ça consiste à faire la compilation entre Sauval 1650 et Brice 1706, il dit « Ah bah oui, il y a dû y avoir du Cerceau d'abord, puis ensuite il a été remplacé par Dupeyrac. » Bon. Et c'est seulement donc Berthy qui propose cette hypothèse actuelle de Jacques II Androuet du Cerceau et Louis Métézeau. Une fois de plus, vous voyez que c'est un savoir à relativiser totalement cette question de l'attribution des deux parties de la galerie, et qu'on pourrait même en réalité la retourner. La retourner pourquoi ? D'abord parce qu'on sait qu'en 1599, Jacques II Androuet du Cerceau est payé en tant qu'architecte du Louvre. Bon, alors le Louvre, c'est quand même là, et c'est pas ici. Par ailleurs, on sait qu'il a un logement dans la rue des Orties, qui est une rue qui se trouve ici. Donc une fois de plus, plutôt du côté du Louvre. Louis Métézeau, en revanche, il a effectivement un logement dans la Grande Galerie de ce côté-là, mais il a aussi un atelier aux Tuileries, et par ailleurs, il occupe les fonctions de concierge des Tuileries, une fonction très importante en fait, à l'époque, qui a un champ beaucoup plus vaste que ce que ça désigne aujourd'hui pour nous. Donc vous voyez qu'il est aussi présent du côté des Tuileries. Donc au fond, on pourrait se dire, tiens, Jacques Androuet du Cerceau, il est vraiment centré sur le Louvre,
Et Métézo, il est également présent aux Tuileries, donc il faudrait peut-être plutôt inverser cette attribution. Et puis, dernière chose, ici, voilà, nous connaissons les travaux de Jacques II, Androuet du Cerceau, par un croquis de dessin qui a été fait par un de ses élèves, Jacques Gentillâtre. Et on peut donc supposer que les éléments du Louvre qui sont dessinés dans ce croquis reflètent l'activité de son patron. Or, les éléments du Louvre que dessine Jacques Gentillâtre sont systématiquement des éléments du Louvre, de la Grande Galerie, qui se trouvent du côté du Louvre. Donc, une fois de plus, ça nous amènerait à penser que s'il y a une partition à faire entre deux architectes au sein de la Grande Galerie, il faudrait plutôt mettre Jacques II Androuet du Cerceau du côté du Louvre, contrairement à ce qu'on a toujours dit jusqu'à présent, et Louis Métézo du côté des Tuileries. Mais en réalité, je crois qu'il faut chercher une autre explication. Et l'autre explication, c'est que cette Grande Galerie, c'est un projet qui s'invente en se faisant. C'est-à-dire qu'en fond, au fur et à mesure qu'on construit, et c'est logique, ça s'échelonne sur 15 ans, on change d'idée, on modifie, on essaye d'améliorer. Et ça explique, à mon avis, en partie, la différence entre les deux côtés de la galerie, une différence d'ailleurs dont il ne faut pas exagérer l'importance. Alors cette différence, est-ce que j'ai remis les images? Non. Pardon, je reviens un instant en arrière. Cette différence donc entre ces deux parties, comme je vous l'ai dit, elle peut se justifier d'abord évidemment par une question de dénivelé, puisque du côté des Tuileries, le sol est plus haut. Et donc, comme ici, on veut que le premier étage soit toujours au même niveau pour avoir un grand corridor royal qui permette au roi de se rendre de plein pied de son appartement du Louvre à son appartement des Tuileries, eh bien, il faut bien imaginer une manière de résoudre ces différences de niveau. Et à un moment, il faut donc décider de changer de partie entre les deux côtés de la galerie. L'autre explication, c'est que la galerie, elle s'inscrit dans ce contexte, un contexte urbain qui est assez différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, et elle est amenée à enjamber l'enceinte de Charles V qui se trouve là. Et au fond, on a une partie de la galerie qui est, je dirais, plus urbaine, du côté de la ville, et une autre partie du côté des Tuileries, qui, elle, est dans un contexte qui est encore plus rural. Et donc, ça peut justifier l'idée d'avoir deux ordonnances différentes. Une ordonnance pour la ville, une ordonnance pour le côté à la limite de la ville. L'autre point important, c'est qu'au fond, on a l'impression que sans arrêt, les architectes qui ont été en charge de cette galerie ont changé d'idée. Ils ont d'ailleurs même changé d'idée au sein même d'une même partie, vous voyez, entre la façade nord et la façade sud. Alors, je vous propose une petite promenade pour regarder tout ça. Ici, nous sommes donc du côté du Louvre. Et vous voyez que donc, ici, vous avez la façade du côté de la rivière. Et puis évidemment, de l'autre côté, il y a une autre façade donc, qui était du côté de la ville et qui donnait directement sur la ville. Je reviens pardon, une fois de plus sur cette maquette. Vous voyez que cette partie de la Grande Galerie, elle ouvrait directement sur le quartier de ville qui se trouve derrière. Eh bien, les deux façades ne sont pas identiques. Alors, c'est vrai, on a le même ordre, avec les mêmes proportions générales, mais vous voyez que le décor n'est pas du tout le même. Ici, on a un système de bossage avec une vermiculure 1/2. Ici, on a un bossage, mais qui est absolument régulier. Ici, on a des sortes de consoles. Ici, les consoles ont disparu. Donc, on a l'impression qu'en fait, lorsque les architectes ont travaillé pour Henri IV, ils lui ont apporté plusieurs projets et que quand ça lui a plu, eh bien, il a demandé à ce que ces projets soient mis en scène un peu simultanément sur la galerie, ce qui pourrait expliquer que la façade de la moitié est du côté de la rivière et du côté de la ville ne soit pas la même. Vous voyez que c'est très compliqué comme histoire. Je passe un peu plus vite sur cette façade. Et alors non, oui, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que nous sommes sur cette façade face à quelque chose quand même de très important parce que pour la première fois, il y a un véritable contact entre le Louvre et la ville. Puisque comme je vous l'ai montré, une façade au moins de cette grande galerie est vraiment en bordure d'une rue, la rue des Orties, qui a été une rue de Paris qui a existé pendant très longtemps. Aujourd'hui, tout ça a disparu parce qu'au XIXe siècle, on a rasé ce quartier pour construire la cour Napoléon, qui est l'emplacement de la pyramide actuelle. Mais pendant très longtemps, la grande galerie a voisiné avec le Louvre. Et donc, pour la première fois, il y a un grand décor royal qui est mis en rapport avec la ville. C'est intéressant de voir ce qui est fait. Alors, ici, nous avons les clés qui se trouvent sur la façade, donc du côté de la ville. Vous voyez qu'il y a un décor assez extraordinaire au niveau des clés des arcs du rez-de-chaussée, avec des trophées qui s'inspirent de modèles antiques, très probablement comme les trophées de Marius que vous voyez là, et où il y a des éléments qui évoquent le souverain Henri IV. Ici, le HDB,
qui est donc son monogramme pour Henri de Bourbon. C'est un monogramme qu'il a adopté au tout début de son règne, alors qu'il était en instance de divorce avec son épouse Marguerite de Valois et que donc il ne voulait plus faire référence à cette épouse, et donc il a choisi de ne pas associer ses initiales avec celles de son épouse, comme ça se faisait d'habitude, et de mettre les initiales de son nom de famille, ce qui est assez particulier. Et ici, il y a deux autres initiales, le H avec deux G entrelacés et des anneaux. Les G sont ceux de Gabrielle d'Estrées, la maîtresse d'Henri IV, qu'il a envisagé d'épouser. Et bon, il se trouve qu'elle est morte en couche en 1599, avant que le mariage ne soit conclu. Donc vous voyez qu'il y a la volonté quand même de créer une forme de discours symbolique sur la présence du roi face à la ville. Mais ce discours, il est très embryonnaire, et puis surtout, il y a plein de choses qui ne peuvent absolument pas relever d'une mise en scène de la personne du roi, puisque vous voyez qu'au-dessus, nous avons des ornements avec des symboles musicaux. Et si nous nous déplaçons sur la façade du côté de la rivière, on a cette extraordinaire frise avec des jeux d'enfants, donc des enfants qui jouent sur des tritons, des systèmes de grandes pales de navires, des animaux marins fabuleux. En fait, tout ça paraît assez logique face à une rivière, mais on est quand même dans un univers ludique qui est assez éloigné d'une mise en scène solennelle de la personne royale. Donc on a l'impression que dans cette grande galerie, il y a une forme pour la première fois de communication directe entre la ville et le palais, mais on a renoncé à une architecture très dépouillée, j'allais dire presque de refus ou d'opposition comme celle que Lescaut avait imaginée, mais on a du mal à mettre en place un grand programme de mise en scène du roi sur cette partie de la galerie. Alors avançons sur l'autre côté de la galerie. Je voudrais insister sur une particularité de ce côté, qui est l'existence d'une travée anormale, qui existe toujours d'ailleurs dans la partie copiée par Percier-Fontaine, parce que comme je vous l'ai dit, ils ont fait une copie très fidèle. Et vous voyez donc que toutes les travées sont quasiment identiques, étroites comme celle-ci. Et puis d'un seul coup, il y a une travée plus large, où les pilastres se dilatent pour accueillir des niches. Pourquoi cette anomalie ? Eh bien, c'est une fois de plus le signe que la grande galerie doit s'insérer dans un tissu urbain préexistant, et elle doit en particulier franchir ici ce fossé de Charles V. Et au niveau du franchissement de ce fossé, eh bien, les architectes ont été obligés de dessiner une travée plus large que les autres pour pouvoir franchir la largeur du fossé, une largeur qui évidemment préexistait à la Grande Galerie et sur laquelle ils ne pouvaient pas intervenir. Donc vous voyez que là, c'est aussi intéressant parce qu'on voit que c'est l'une des premières tentatives, au sein de tout ce que je vous ai montré, d'adapter le projet à un contexte urbain préexistant. Mais c'est quand même une tentative assez timide, comme vous pouvez le constater. Et donc tout ça m'amène à ma conclusion, qui est de se demander si au fond ce grand dessin n'a pas consisté plutôt à oublier Paris qu'à y penser. Si on regarde la situation ici à la fin du règne d'Henri IV, vous voyez qu'il y a une intrication extrêmement forte entre le Louvre et la ville, une intrication beaucoup plus forte qu'aujourd'hui parce que il y a vraiment, la ville vient battre en quelque sorte les flancs du palais, et puis qu'entre le Louvre et les Tuileries ici, il y a un quartier de ville qui existe, avec un hôpital très important, les 15-20, qui se trouve là, hôpital donc dédié aux aveugles, des fondations religieuses, Saint-Nicolas et Saint-Thomas du Louvre, et puis des grands hôtels particuliers de la noblesse. Donc il y a un véritable quartier de ville vraiment entre le Louvre et les Tuileries, et il y a une communication directe, un vis-à-vis très fort entre la Grande Galerie et la ville qui se trouve derrière. Néanmoins, quand on regarde les plans des architectes, j'avance un peu, je reviendrai là. Voilà. Lorsqu'on regarde les plans des architectes, eh bien, on peut constater que, au fond, tout ce qu'ils imaginent, c'est la destruction pure et simple de toute cette ville, avec une sorte de mise à distance qui est d'ailleurs assez utopique, pour la remplacer par quelque chose d'autre. Et donc vous voyez ici les premiers plans détailleurs 1595. Deuxième représentation du grand dessin au temps d'Henri IV, nous sommes probablement vers 1603-1606. Et ici une autre représentation de la fin du règne d'Henri IV et peut-être même du début du règne de Louis XIII. Et vous voyez donc à chaque fois, on propose, donc vous avez ici un détail, la cour carrée se trouve là, la grande galerie est là, la petite galerie ici. Et donc je vous montre ce qu'on propose à l'emplacement de ce quartier de ville. Eh bien, qu'est-ce qu'on propose ? On propose de tout raser et de faire ce qu'on fait dans tous les grands châteaux à la campagne, c'est-à-dire une grande cour des offices et puis une seconde cour des écuries. Donc une sorte d'indifférence totale à ce qui existe. Ça aurait exigé de supprimer les 15-20 qui sont là, de supprimer les fondations religieuses qui sont là, d'exproprier tous les hôtels particuliers,
mais on propose ça. Donc il y a une forme d'indifférence à la ville, comme s'il fallait oublier l'existence de Paris. Et c'est encore pire, j'allais presque dire, dans le deuxième plan détailleur, vous voyez que là on projette des grands jardins. Bon, là on ne sait même plus ce qu'on veut faire, hein. C'est resté blanc. Et on va encore plus loin puisqu'on propose de tout détruire jusqu'à la rue Saint-Honoré, qu'on propose de rectifier pour la mettre dans le même alignement que le Louvre. Tout ça est en réalité complètement irréaliste. Ça nous montre une fois de plus que très probablement dans ces beaux dessins de présentation, il y avait une partie qu'on dessinait tout en sachant qu'elle était assez irréalisable et qu'on n'allait pas passer trop de temps à réfléchir sur cette question. En revanche, il y a un point très important à mon avis dans la création de cette grande galerie, c'est la mise en place d'une échelle monumentale nouvelle et qui là, elle, rentre en dialogue avec la ville. Et c'est ce que je voudrais vous montrer par ces images. Voilà. Ici, donc, cette vue de Stachel-Sueur du cycle de Saint-Bruno montre l'importance exceptionnelle du bâtiment de la Grande Galerie, cet édifice d'1 demi-kilomètre de long avec vue sur la Seine, dans un des points les plus stratégiques, puisqu'on le voit depuis la pointe de l'île de la Cité, ce qu'on voyait sur une estampe que je n'ai pas remise ici. Donc il y a l'idée de passer à une échelle extrêmement importante. Et cette échelle, on l'aperçoit très clairement encore dans une photo 19e qui vous montre donc ici l'état de la Grande Galerie avant la destruction de la partie ouest, enfin au début de la destruction de la partie ouest. Vous voyez que la Grande Galerie vraiment se détache dans l'architecture de la ville avec d'un seul coup une échelle totalement différente. Et ça devait être encore plus frappant sous l'Ancien Régime avec cette estampe d'Israël Sylvestre. Vous voyez, on a l'impression, ici nous sommes dans les faubourgs de Paris, sur les hauteurs de Vaugirard, et vous voyez cette grande galerie immense qui vraiment semble occuper l'ensemble de l'espace et presque faire une fois de plus oublier la ville qui l'entoure. Et pour mettre en place ce dispositif, il a fallu aller vers quelque chose de plus en plus monumental qui explique aussi, à mon sens, cet emploi de l'ordre colossal. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a voulu changer d'échelle, adapter le palais à ces très très grandes dimensions en mettant en place une architecture qui est faite pour être vue de loin et donc une architecture qui ne rentre pas dans le détail où on a quelque chose de particulièrement majestueux. Et ça a d'ailleurs posé des problèmes. C'est-à-dire qu'au fond, vous voyez qu'ici, on est dans quelque chose de plus morcelé, de plus difficile à percevoir de loin. Ici, ça a une lisibilité de loin qui devient déjà plus grande. Et le pavillon de Flore se détache vraiment à l'extrémité comme quelque chose de très grande ampleur. Et vous voyez que ça a eu des conséquences, puisque au fond, ça, c'est la partie construite par Henri IV des Tuileries. Ça, c'est la partie, en gros, élevée du temps de Catherine de Médicis. Et vous voyez qu'il y a un véritable changement dans la taille, On a l'impression que ce palais est tout petit et presque miniature par rapport à la grande échelle monumentale de ces architectes du règne d'Henri IV. Et les pavillons jouent un rôle très important parce qu'ils sont en quelque sorte de véritables signaux urbains. Ce sont comme des tours qui vont dominer et qui vont se détacher sur la ville. Et je terminerai donc sur la toute dernière étape du règne de Louis XIII, la construction du grand pavillon de l'horloge que vous voyez ici, qui existe toujours aujourd'hui, ce pavillon qui est donc dominant et qui en fait est là pour évoquer le souvenir du donjon du Louvre, donc cette idée d'une tour au-dessus de la ville, symbole du pouvoir royal. Donc pour conclure, vous voyez que ce grand dessin, c'est une histoire extrêmement compliquée, que faute d'éléments, on ne saura sans doute jamais exactement dans le détail comment ça s'est élaboré, mais que en tout cas, l'idée de faire une grande galerie, l'idée de faire une grande cour carrée, c'est vraiment attesté uniquement à partir du règne d'Henri IV. Et que ce grand dessin, il entretient dans cette première phase un rapport avec la ville qui est extrêmement curieux, qui consiste en fait quasiment en une négation de Paris. Il faut tout détruire pour s'étendre, et on ne réfléchit pas non plus vraiment au dialogue qui pourrait se créer entre la ville et le palais. Et au fond, ça va être l'apport d'une phase ultérieure de l'histoire du Louvre, avec la reprise du grand dessin sous le règne de Louis XIV, et là, la naissance d'une véritable pensée urbaine. Mais je crois que dans cette première phase du grand dessin, pour la période qui nous intéresse, on est dans un rapport ou de conflit, ou d'omission totale de la ville pour le palais. Le palais ne fonctionne pas encore avec la ville. Je vous remercie de votre attention.